et à tous et bienvenue sur le plateau du studio Twitch du Festival d'Angoulême. À tous ceux qui étaient là en pré-live pour découvrir ma vie trépidante de femme maudite, visiblement en voyage et en déplacement professionnel. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va aborder une thématique... Pardon, tu travailles pas avec l'office de tourisme, toi, apparemment. Non. Bah, visiblement, non. Mais Angoulême est une ville fabuleuse, les gens sont très gentils et ça n'a pas du tout vraiment altéré mon expérience de touriste. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder une thématique qui me tient à cœur, mais qui certainement vous touche aussi, qui est très dans l'air du temps, très pop culture. Jusque-là, on a eu des grosses émissions, Leiji Matsumoto, l'héritage, Katsuhiro Otomo, le monument. Là, on va vraiment se poser sur des choses qui peut-être vous parleront un petit peu plus chez vous, que vous soyez dans vos toilettes comme Melpel ou dans votre canapé comme les autres. Voilà, parce que je lis le chat, je vous lis, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour parler aujourd'hui de culture urbaine, de musique, de manga, de japanime, franchement, on va élargir le thème parce qu'il y a plein de choses à dire. J'accueille tout d'abord à ma gauche Toxic Avenger, DJ, compositeur de musique. Si vous avez aimé n'importe comment d'Orelsan, c'est grâce à lui, vraiment je le dis. La bande originale du film d'animation Metafukas, c'est grâce à lui, on le rappelle, hein, Shojiro Nishimi et Guillaume Renard. D'ailleurs, tu avais remporté le prix de la meilleure BO à Gérardmer en 2018. Ouais. Canon. Ouais, c'est cool. Non, cool. voilà, là, chic. Ouais, le trophée est dégueulasse par contre. tu travailles pas avec l'organisation. Non, mais c'était bien. C'était un très beau prix. À tes côtés, Yerim Sar, qui avant d'être un mème viral sur internet est avant tout, c'est incroyable. Quand j'ai vu son nom, j'ai dit attends, c'est pas le mec sur Twitter. C'est génial. C'est avant tout l'homme de la situation selon le site tchèque. On te doit l'ouvrage Les Routes du rap, mais aussi le Red Bull Rap Jeu aux côtés de Mehdi Maizi et Engaran Fall, qu'on connaît bien. Oh, on connaît très bien ce moustique. Très bien, on a bossé avec. Très bon auteur. Tu as bossé pour le Move, Vice, Canal+. Tu es également journaliste de cinéma, notamment chez Première. Tu as tenu le Blavlog, un blog à sur la culture rap. Ah voilà, t'as digué. Je suis allée jusqu'au bout. Et puis tu as réalisé un jour qu'on pourrait te payer pour parler de rap. Alors là, Sauf en Angoulême apparemment, mais alors si justement, et ben tu vois, sur J'allais Twitch, dire non, on a une info que t'as pas, que toi tu as. Mais et franchement, on pouvait arrêter de clasher sa ville parce que j'y habite moi depuis 3 ans. Donc en fait, j'aimerais garder des bonnes relations avec la mairie notamment parce que l'office de tourisme est super et t'adores. On adore Angoulême. C'est super, Angoulême. Et d'ailleurs, on m'a Raphaël. pas offert non plus de BD, enfin je dis ça comme ça. Ok. Tu vois ce qu'il y a sur cette table, tu repars avec ce que tu veux, ok? Des cocados, il y a ça. À tes côtés, on a Raphaël Yem, grand habitué du Festival d'Angoulême. Ah ouais, moi j'adore venir ici. Mais oui. Quand j'étais gamin en Normandie, je rêvais, parce que je le voyais au JT, le Festival d'Angoulême, à l'époque, et je rêvais de venir, et je savais pas comment venir, alors qu'en fait, frérot, il fallait juste prendre le train. Et juste bosser aussi, et puis devenir des figures. Je suis bah oui. De me faire accréditer, parce qu'il faut cette accréditation, une espèce de plastique comme ça qui te fait un petit peu j'ai pas ça, moi. Ouais, moi, j'ai un bracelet. Bonjour, vous êtes TikToker ou vous faites des trucs sur Internet? C'est pareil. C'est un peu la hiérarchie, genre artiste, voilà. pas ouf, beaucoup mieux, rien. Alors, à 1 heure à pied. J'ai payé mon passe 4 jours. Oh non, ça Simon, faut nous le dire. Bon alors, Raphaël, rapidement, animateur télé, journaliste chez Culture Box, visage de MTV France pendant 7 ans, mais aussi de BET France, passé par France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France Inter, toutes les chaînes où il y a le mot France. C'est ça, je suis toujours sur France Télé. C'est incroyable. Alors malheureusement, j'aimais pas cette chaîne, en plus de bouquins chelous, où j'avais l'impression qu'il fallait rentrer dans une secte pour lire des trucs. Et non, je suis tous les soirs avec Daphné Burki dans l'émission Culture Box. C'est sur France 4 si jamais vous avez encore la télé. C'est sur le canal 14, sinon c'est sur France.tv quand vous voulez. Et Culture Box qui était né du coup pendant le confinement. Et nous on se retrouvait dans une salle comme ça, une scène où on faisait venir tous les artistes du spectacle vivant. Qui se retrouvaient, du jour au lendemain. Et depuis, on en a reçu des milliers, puisque ça continue et que ça cartonne. Et t'es pas encore venu, toi, Toxic Avenger? J'ai l'impression qu'ils nous avaient mis un plan quand l'album est sorti, non? Non, vous m'avez demandé un live que ça a bégayé un petit peu. Oui. Alors oui, on règle. Vous m'avez demandé un live que je n'étais pas en mesure de donner à ce moment-là. Mais ce n'est que partie remise. Oui, bien sûr que oui. Et dis-toi que je suis aussi au festival aujourd'hui spécialement parce que je fais partie du jury France Télévisions, du faux prix du public France Télévisions. Incroyable. Et on a livré 8 BD à nos téléspectateurs
qui ont donc délibéré toute l'après-midi. Et ça y est, on a un gagnant. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Et c'est pas avant. Je l'adore en plus, Bernadette Després, mais elle n'est pas dans la sélection. Non, on donne. C'est pour ça que je partirai. Je ne ferai pas tout le live avec vous. Oui, parce que tu partiras à la cérémonie pour remettre un prix. Eh oui. Eh oui. Non, mais très important. C'est pour ça qu'il a le badge, lui. Je vais monter en disant. Finalement, j'avais mis à jamais. Alors, c'est un sacré plateau, vous l'avez compris. On est vraiment sur... Ah ouais, ce plateau et ses invités sont merveilleux. Voilà, on nous dit dans le chat. Est-ce que c'est la personne qui est aux toilettes qui dit ça? Je crois pas. Ah, c'est bon. Non, parce que là... Petit sac à merde aussi, je sais pas si non, mais il nous a dit merci, je suis très à l'aise. Donc, écoute, on va prendre des nouvelles de ton état toutes les 10 minutes J'ai environ. l'impression qu'on est un peu trop Angoulême Enfield, là. Ouais. Je vous le dis. Hein, Ça laisse un peu... Mais c'est un peu l'ambiance de la ville, finalement. Ah, on se retrouve entre les copains, on boit des coups, on va au Lion Rouge. C'est devenu une institution. Et donc, j'avais envie d'aborder tous ces thèmes qui, un peu, nous sont chers à tous. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je n'y connais rien et je suis désolée en rap. Donc, je vais beaucoup me reposer sur vous pour tout ce qui est culture rap. Par contre, côté manga, ça va, je devrais peut-être m'en sortir. Et on va commencer d'ailleurs direct. Vous savez ce qu'est le pass culture? Ah oui, tout à fait. Le pass culture, donc on donne aux jeunes d'un âge à un certain âge, il y a une limite d'âge, et donc ça leur permet d'avoir accès à des choses qui touchent tous les pans de la culture. Ça peut être de l'opéra, ça peut être du théâtre, c'est devenu le pass manga. Okay, c'est devenu la meilleure façon, la meilleure monnaie pour tous ces jeunes qui voulaient s'offrir des tas et des tas de mangas. Alors du coup, est-ce qu'on peut penser que, alors on a Angoulême, hein, mais que la bande dessinée finalement franco-belge, c'est un petit peu devenu, je sais pas désuet, mais en tout cas c'est plus la grande tendance. Et encore une fois, on est au festival d'Angoulême, mais vous avez vu la proportion qui est donnée à tout ce qui est manga. Il y a la Manga City, il y a des invités qui reçoivent le Grand Prix d'Angoulême. Bien sûr. Votre avis? Il y avait Rintaro, là encore, même dans ce bâtiment, dans ici, ce bâtiment. J'étais voir une discussion avec Johan Sfar, il y a quoi, il y a 2 heures, c'était passionnant. Justement, sur la scène manga qui est juste à côté, c'est pour ça, si vous entendez du bruit, des applaudissements, c'est déjà parce qu'on est exceptionnel. Oui. Voilà, mais aussi parce qu'il y a des interventions à côté. Alors du coup, est-ce que vous êtes étonné de cette effervescence autour du manga? Ça fait quand même des années maintenant qu'on dit qu'on est les 2e consommateurs au monde. Est-ce que ça vous étonne encore aujourd'hui? Moi, je suis absolument pas étonné, même si ça reste des gros cartons quand même. Si tu penses franco-belge en termes de Astérix, Lucky Luke, ça cartonne toujours ces trucs-là. Dès qu'il y a un nouveau numéro qui sort, un nouveau tome, d'autant que maintenant il y a des nouveaux auteurs, ils ont pris des gens plus contemporains, évidemment. Peut-être parce qu'aussi, quelquefois, les auteurs sont décédés, tout ça, originaux. Aussi, Et bah, c'est un gros carton en librairie. Ouais. On en parle dans les JT, ça fait la une des journaux également, parce qu'il n'en sort pas tous les jours non plus. Et effectivement, il y a une grosse prod de manga, on est plus habitué, c'est plus notre génération, j'ai l'impression, mais ça, on aura évidemment l'occasion d'étayer. Mais moi, j'ai grandi avec des mangas. Les premiers trucs auxquels je suis devenu accro en termes de bande dessinée, c'est vraiment les mangas. C'est Dragon Ball que j'ai acheté en fascicule chez mon marchand de journaux. À l'époque, en francs, frérot, en francs. C'est les fascicules d'Akira aussi que Glénat sortait, l'un des premiers mangas qui est arrivé, qui a été traduit en France également. Moi, je suis né avec ça, donc ça m'étonne absolument pas. Et effectivement, est-ce qu'il y a encore des gens vraiment qui peuvent se plaindre que le pass culture soit un pass manga? Il y en a qui s'en sont plaints. Est-ce que vous comprenez justement cette espèce de rejet du pass manga? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il pourrait aller à l'opéra et au théâtre et ils s'achètent des trucs de... Mais s'achètent des livres déjà, c'est cool, tu vois ce que Mais je veux oui, dire en fait, c'est dingue. Tu vois, il y a encore ce côté, c'est une sous-culture, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi avec le rap? C'est pour ça qu'on va en venir, non, mais parce qu'il y a un raisonnement éditorial. Mais est-ce que vous comprenez qu'encore en 2024, il y a des gens, des vieux cons, hein, on va pas se mentir, qui pensent que le manga est une sous-culture et que du coup, tout ce qui touche cette sous-culture devient aussi de facto une sous-culture? Il n'y a pas de sous-culture, ça n'existe pas la sous-culture. C'est merveilleux ça. Non, puis, alors, en plus, chose amusante, on est le 2e pays consommateur de manga au monde, Ouais. mais aussi le 2e pays de rap. On est le 2e marché Tout de est lié, rap tu vois. aussi, donc, Ah, dis donc, mais il y a peut-être un... je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense comme pas. par hasard. Justement, alors, l'INA, ça passe en termes
Ouais, non, mais pas ta régie. Non. Voilà, des archives, la régie nous fait un petit pouce en l'air pour nous, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas passer, évidemment, pour des questions de droit. Et puis, il y a des choses qu'on peut passer. Lina, ça passe. Et notamment, eh bien, tous les reportages sur l'arrivée du manga à Angoulême, au festival. Il a fallu lui faire une place, finalement, à ce manga. Et ça a demandé de bousculer quand même un peu des codes. Alors si nous, aujourd'hui, ça nous semble naturel, ça ne l'a pas toujours été. C'est un peu comme l'arrivée d'Internet, quoi. Ça allait briser les carrières, supprimer des jobs. Vous comprenez à chaque fois tous les vieux cons qui s'expriment à ce sujet. Du coup, ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin et de parler justement de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des synergies évidentes entre les gens qui sont fans de rap, de culture urbaine, et le manga. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement les inspirer? Est-ce que c'est pas ce côté shonenvi, cette expression de, voilà, parce que dans le shonen, vous avez cette quête initiatique du héros qui a une mission à accomplir, qui donne tout pour y arriver, accompagné de ses amis. Bref, ça devient la quête d'une vie, et c'est du coup aussi le fil rouge de l'histoire. Le shonen, la shonenvi, l'inspiration et la tendance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le rap? Bah ouais, carrément. C'est-à-dire, déjà, je vais dire, historiquement, les refs manga dans le rap sont là quasiment depuis le tout début du rap français en tout cas. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que l'impact des mangas et des animés est un peu moindre, mais actuellement, tu peux avoir une rappeuse star comme Megan Thee Stallion qui est clairement ultra fan de manga, qui s'en cache pas, qui a fait... je crois, elle a fait des covers, elle a été en cosplay sur scène, machin. Elle assume totalement et tout machin. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus la France le rap français qui s'est positionné là-dessus. Parce que déjà, la première génération, en fait, ils sont biberonnés un petit peu au Club Dorothée. Donc, ça se traduit par celui qui va truster tout, c'est Dragon Ball Z. Jusqu'à aujourd'hui, c'est genre... on aurait pu croire à un moment que One Piece allait truster le truc, mais en fait, vu que DBZ continue d'être rediffusé, même revu, et t'as des gens qui redécouvrent à la lecture aussi. Il y a une guerre aussi de communauté, non One Piece c'est mieux que machin. T'as ce côté-là. Quand déjà sur Twitter tu tapes Sangoku est plus fort que le mec de One Punch Man, tu dis bon alors là c'est un débat sans fin. Mais du coup oui tu parles du Club Dorothée, mais c'est les années, c'est quand même les années 80, donc c'est une certaine génération. Ouais, mais c'est pareil, si tu veux par exemple, un film comme Scarface, qui est très vieux, continue d'être cité et référencé dans le rap français. Et pareil, on aurait pu se dire, il y a peut-être d'autres films, même en restant dans le même registre, qui peuvent remplacer. En fait, non, parce que c'est tellement devenu iconique que... C'est un produit culturel. Voilà, c'est ça. Et en gros, si tu veux faire un parallèle de con, genre, Goku ou Vegeta, c'est l'équivalent de Tony Montana. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, même si la plupart des rappeurs, d'ailleurs, en général... sont un peu conservateurs, c'est-à-dire ils aiment pas spécialement, ils font pas spécialement de ref à DB Super par exemple, mais ils continuent à l'infini presque de référencer ça. Par contre après, puis il y a les autres, hein. Il y a eu Ken le Survivant qui est référencé, Nicky Larson, etc. Donc il y a vachement le côté, alors pour le côté shonen effectivement c'est... Tu deviens plus fort d'épisode en épisode et tu affrontes des obstacles, des adversaires de plus en plus forts. Donc en fait, c'est ultra simple de s'identifier et c'est à l'infini. Mais après, tu as aussi eu le trou, c'est-à-dire le moment où en France, il n'y a plus de diff télé. Il y a un certain nombre de rappeurs qui détestent Ségolène Royal juste pour ça. On fait toute partie. Moi, clairement, j'ai jamais pardonné ça. Oui, on arrête tout parce que c'est trop violent. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs. On mettait un peu les gamins devant des. Mais il a un trou dans le torse. Non, c'est. Ouais, mais voilà quoi. Ça arrive. C'est la vie, évidemment. Il y a toujours eu des titres très pertinents. Quelquefois, il y a des qui n'étaient pas. Quel le seul, il y avait le doublage qui faisait. Ouais, mais c'est vrai que. Mais ça nous a rendu plus adultes. T'as vu, on a fait la différence plus vite. Oui. Mais là, on a été quand même assez bizarre, c'est qu'il y avait des coupes dans les épisodes, c'est qu'il y avait quand même un minimum de censure. Des fois, il s'était passé genre 10 ans d'un coup. Ils recevaient des bandes, tu voyais des épisodes, ça n'avait aucun sens, mais ça nous allait. Toi, du coup, Simon, est-ce que tu vois la synergie naturelle justement? Je pensais, tu vois, je l'avais mis en introduction. Tu as travaillé avec Orelsan, on sait que c'est un grand fan de manga. Ouais.
est-ce que c'est absolument naturel? Il y a plein de rappeurs qui vont faire des clips au Japon, etc. Ouais, bien sûr. J'ai même entendu des punchlines sur le fait que Vegeta était kabyle. Ouais, il y a tout un truc. Alors pourquoi expliquez-moi? Algérie, Vegeta, c'est par rapport à la fierté du personnage. Donc ils se le sont appropriés, complètement. Tu vois, de DZ à DBZ, il n'y a qu'une lettre. Exactement. Oh là là. Punch pourrait partir comme ça en mic drop. Non, tu restes ici. Non mais ouais, en plus oui, Aurel, pour le coup, Aurel, oui, c'est infusé, mais Aurel, il a mis des refs un peu plus récentes. Je sais qu'il parle beaucoup de Hunter x Hunter dans ses morceaux. Ouais. Et de One Punch Man aussi. Ah oui, mais il a fait la voix, bien sûr, de Saitama. C'était la voix française de Saitama. C'est vrai, la voix française. Ce clip iconique où il réalise un fantasme pour nombre d'entre nous. Ils sont cool avec Gringe. Avec le Gringo, où ils sont en armure, mais c'est tellement bien fait ce clip. C'est même mieux fait que le dernier film. Allez, hop, la balle perdue. Mais oui. Aurel, en plus, même quand il utilise des refs ultra connus, type One Piece, il va dire elle a les yeux écarquillés, elle s'est déguisée en Chopper. C'est qui est pas c'est pas Luffy, c'est pas truc. C'est une ref un peu plus. Mais ça fait plaisir. Est-ce que c'est devenu... Bon, on sait qu'il a une vraie passion pour ça, mais est-ce qu'il sait aussi que ça va un peu nourrir, envoyer un peu du fan service aux gens qui l'écoutent? Parce que il est conscient. Je pense que, tu sais, quand tu fais de la musique, tu es un peu conscient du public qui t'écoute aussi. Tu sais, et je pense pas qu'il fasse ça de manière calculée, mais de toute façon, oui, forcément. Enfin, tu sais, ton public te ressemble un peu, donc c'est sûr que... Mais je suis pas sûr qu'il fasse ça de manière calculée, Aurel. On va l'appeler, on va lui demander tout. On va le mettre très mal à l'aise. Non, mais souvent, on se rend compte que de toute façon, plus les artistes sont sincères, racontent ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, donnent d'eux-mêmes le plus simplement possible, et c'est eux qui cartonnent le plus. Aurel, c'est ça. Lui, c'est un gros consommateur de manga, d'animé. Sardou. Ouais. Lui-même. Sardou. Tu vois, complètement lui-même, il cartonne encore. Il est un peu trop lui-même, le monsieur. Je parlais de la Shonen Vie et j'ai envie de citer Sébastien Abdelhamid, qu'on salue, et qui avait déclaré un jour en interview que dans le blog de sa cité, la modestie du quotidien était dynamisée par la télé, puisque c'était la seule fenêtre sur le reste du monde. Du coup, on le disait, notre génération, elle était biberonnée à la télé. Aujourd'hui, il y a toutes les plateformes de SVOD, il y a franchement l'accès à l'animation japonaise et au manga, ça n'a jamais été aussi facile. Il fallait attendre que ça sorte dans un kiosque, enfin bon bref, c'est vraiment très facile aujourd'hui. Est-ce que du coup, il n'y a pas un gros décalage entre notre génération et celle de nos frères, voire de nos pères, selon l'âge qu'on a, où c'était difficile, où c'était quelque chose de rare, et c'était peut-être la seule chose qui égayait le quotidien des jeunes qui étaient peut-être dans des situations comme Sébastien, ou alors est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le fait d'avoir une surconsommation hyper frénétique de tout ça, ça entraîne toujours le même effet? C'est pas la rareté qui fait que, mais c'est le fait que c'est toujours là et que ça perdure. Pour moi, c'est un peu un mix des deux, mais il y a le côté toujours là et que ça perdure, parce que le moment, justement, pour accorder avec ce qu'on disait à l'instant, le moment où il n'y a plus de diff télé pendant, je dirais, un créneau de 10-15 ans quand même en France où ça a été dégagé, en fait, c'est Internet qui prend la main, avec concrètement beaucoup de streams illégaux et de téléchargements illégaux aussi. Tu as aussi la culture du scan, d'abord illégale, mais ensuite que tu peux acheter ton manga en démat, etc. Et après, tu as des gens qui se découvrent une passion et qui deviennent collectionneurs. Et ça, en fait, tu le retrouves dans le rap. C'est-à-dire que la génération d'après, c'est plus des gens qui, eux, vont en général être fans de 2-3 mangas en particulier et qui vont bien te le faire comprendre. Alors, évidemment, il y a Naruto, One Piece qui ont trusté pendant très longtemps, mais après, tu as pu avoir d'autres choses, des fois des mangas en plus un peu plus courts. Par exemple, il y a beaucoup de refs à Death Note dans le rap français. Parce que y a le côté, évidemment, tu peux faire plein de punchlines sur le fait que quand tu écris, tu tues quelqu'un, etc., etc. Et puis, des fois, tu tombes sur des gens qui ont à la fois peut-être une fascination aussi pour le Japon en tant que tel, et qui, du coup, se sont pris cette culture-là en bonus. Je pense à, par exemple, un mec comme Kekra, qui va dire dans un morceau je fais le tour du monde comme Koro. Si t'as pas vu ou lu Assassination Classroom, tu ne peux pas savoir de quoi il parle, ou limite, tu vas peut-être imaginer qu'il a un pote qui est un grand voyageur, ou je sais pas, tu vois. Et qui s'appelle Koro. Et qui s'appelle Koro, voilà, et tout. Mais c'est vrai que la ref, elle est moins évidente. La ref est pas du tout évidente. Et t'en as de plus en plus, en fait, des comme ça. Onizuka.
Ouais, Onizuka, PNL, tu vois, pour GTO. Ouais. Puis... Après, moi, c'est mon manga préféré, donc ravi. Et ça a été peut-être une des seules fois où j'ai écouté un morceau où je me suis dit, waouh, ok, ça parle d'un manga. Et de toute façon, que j'aime ou pas la musique, ça parle quand même d'Onizuka. Donc je suis contente. Mais je suis tombé sur les lyrics là parce que pendant que vous discutez, j'avais envie de regarder. Tu nous écoutais pas. Ben, je peux faire deux choses en même temps. Il est trop important, il a le badge. Tu sais, libre comme Onizuka, la street c'est fou. Je fais le tout de la ville Onizuka comme Yakuza, comme GTO. Il pleut des balles à la météo. Non mais c'est quand même fou, hein. Franchement les gars. Là, non, mais quand on retrouve ça dans des lyrics de rap, c'est quand même assez affolant. Et je regardais, j'ai digué autre chose, puisqu'on parlait de comment est-ce qu'on sourçait le rap et les animés. En fait, il y a plein de producteurs, de beatmakers aussi qui ont... tu pourrais d'ailleurs nous en parler, toi, parce que c'est aussi ton taf, qui sont allés sampler des génériques ou des thèmes d'animation, de séries d'animation. Là, j'ai regardé un petit peu au hasard, mais je vois, il y a plein de choses autour de Dragon Ball Z. Gizmo qui a été samplé du Naruto, Lino, Calbo qui ont été eux aussi samplés du Naruto. Ils doivent demander des autorisations pour ça. Oh la relou. Mais vous avez l'autorisation pour... Et payer assez cher, ouais, bien sûr. Bah, surtout c'est des trucs assez iconiques comme ça. Ouais. Même si c'est remixé, tout ça, tu dois quand même rendre des comptes. Ah ouais. Tu veux t'arranger si c'est vraiment une petite mixtape, un peu pas trop connue, pas trop exposée. Dès que t'es exposé, ça peut devenir compliqué. Ouais. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et là, par exemple, tu citais... Alors, Kekra, ça se dit quand même. Ouais, Kekra. J'ai l'impression d'avoir 75 ans, c'est terrible. Il a un clip qui s'appelle 9 milli. Tout à fait. Voilà, je pense. Tourné à Tokyo. Ouais, qui est tourné à Tokyo. Il y a vraiment cette... comment dire, cette fascination pour la ville. Toi, je sais que t'as un univers qui est quand même hyper visuel, t'as une musique qui est visuelle, je saurais pas comment te... Non, mais quand j'écoute ta musique, je suis quelque part, tu vois. Ouais, ok, c'est un compliment, parce que honnêtement, je voyage. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est une fascination qui, n'ayons pas peur des mots, est un peu marketing, c'est un peu à la mode aussi d'aller au Japon, d'aimer le Japon, où tu comprends qu'il y a un vrai truc? Je comprends qu'il y a un truc, c'est un pays mystérieux, c'est un pays qui est tellement différent d'une autre que... Entre tradition et modernité. Oh, quel enfer! La phrase a été prononcée. Je n'avais pas osé. Voilà, c'est ça, c'est à la fois le futur et le passé. Non, ouais, bien sûr, non, je suis pas sûr que ce soit très marketing. Tout le monde a envie d'aller au Japon, c'est normal. Enfin, c'est l'Australie de 2000, tu vois, de 2005. Ouais, la comparaison est marrante. Ouais, sauf que tu peux pas mourir au Japon tous les 2 mètres. Tu vois, pas une araignée géante qui va se jeter à ta jugulaire. Dans les écrans. C'est ça. Pas juste comme ça. Elles sont pas juste sous tes pieds quand tu es au restaurant et que tu t'y attends pas. Mais alors je dirais pas leur nom, mais j'avais eu en interview des rappeurs qui avaient été justement au Japon parce que c'était la mode et parce qu'ils voulaient quelque chose de très visuel et ils avaient détesté. Ils sont vraiment pas sympas, ces Biclo et Oli, c'est vraiment pas cool. Mais pourquoi il fait ça? Mais oui, ils n'avaient pas aimé, ça arrive. Comment tu sais? Attends, c'est incroyable, tu as sorti ça avec un plomb. C'est un duo de rappeurs, bon, il y avait ça ou... Des rappeurs, je vais dire... Ouais, voilà. Ouais, elle a dit des rappeurs, elle a pas dit... Mais je me suis dit, c'est sur IC, attends, il y a une chance sur 1 million de tomber dessus. Attends, ça dit quoi le chat? Clippez pas ça, hein. Quel enfer. Ah, ça y est, il m'a mis dans la sauce. J'entends dans Twitter. Bon, mais il ne faut pas avoir les bonnes adresses. Juste, ils ont. Plus ça, tu vois. Et je peux comprendre, ils ont été. Je me souviens. Bien guidé au Japon, c'est pas possible. En fait, Oli m'a dit, j'ai été. Ah, ça y est, on balance le compte. C'est le postulat. Non, mais il m'avait dit. J'avais été un peu refroidi par le manque de chaleur des gens. Et du coup, ce côté un peu. Tokyo, c'est sûr que oui, c'est pas la même ambiance, quoi. Et du coup, lui qui est plus dans les ambiances latines, méditerranéennes et tout, ça l'avait vraiment choqué, ce côté on ne se touche pas, on ne se rapproche pas des gens et tout. Et du coup, il savait pas trop s'il se sentait à l'aise dans cet endroit. Et c'est ça qu'il avait. Ils sont trop à l'aise en Corée. Faut vraiment qu'ils se calment. En Corée, ils sont trop à l'aise. Et du coup, Toxic, le manga, comme je disais, a souvent été qualifié de sous-culture. Et comme tu le disais très justement, il n'y a pas de sous-culture, il y a de la culture. Dans un milieu aussi exigeant que la musique. Attention, hein. C'est exigeant. Ouais, c'est exigeant quand tu. Oui, pas le mien en tout cas. Quand même. Moi, j'y connais rien, mais j'imagine que vraiment des journalistes spécialisés seront capables de dire ça c'est de la bonne musique, ça c'est pas de la bonne musique sur tel et tel truc, tu vois, sur tel critère. Sûrement.
pense. Sûrement. Sinon, vous êtes des fraudes. C'est ça qu'il est en train de dire. Et malgré toute la liberté, la créativité que tu rencontres dans ton travail, est-ce que finalement, quand on t'appelle et qu'on te dit j'aimerais que tu fasses la musique de tel film d'animation, est-ce que c'est se mettre dans une case? Est-ce que c'est se fermer des portes? Ah, mais non, pas se fermer des portes, mais c'est donner un cadre, tu vois. Moi, j'adore bosser avec un cadre. Je trouve ça cool parce que ça me canalise un peu, tu vois. Sinon, j'ai tendance à partir à droite à gauche. Donc non, au contraire, moi, j'adore ça. Ouais. Moi, j'adore qu'on me donne un cadre. Et pour Moutas, c'était ça pour le coup. Ils m'ont donné un cadre. Moutafoukaz, du coup. Moutafoukaz, ouais. Ron, le réalisateur, m'a donné un cadre assez précis et avec des mots très. C'est pas un musicien du tout. Donc, il m'a dit dubstep. Et je fais dubstep, c'est chelou. Je n'ai pas vraiment envie de faire de la dubstep. Et en fait, il m'a fait. C'était juste le brief. Non, c'était du rap en gros. Quoi. Il m'a dit, mais il m'a dit dubstep. Pendant 3 mois, j'ai fait de la dubstep. Ah ouais. C'était pas ça. T'as des trucs, non, comme référence? Pas vraiment. Ah ouais, c'est. Okay. Non, pas vraiment, non, mais voilà. Mais c'est toujours cool de bosser avec des cadres, ouais. Et surtout avec des cadres. C'est un cadre quand même très ouvert. Et luxueux, parce que Moutas, c'était un dû t'éclater en plus. Hein. C'était trop bien. L'univers de Moutafoukaz, c'est quelque chose. Qui est génial. On le rappelle, le réalisateur Ron, vous pourrez le retrouver sur Twitter. Est-ce que justement. Aurèle Gringe à la VF également. Mais ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tous rejoints. Et c'était, je ne sais plus qui est en US. Je sais plus. Bref, il y avait un gros casting voix en plus dans mon souvenir. Non, mais le film est génial et je me disais comment ça s'est passé au-delà de ce petit brief, de cette création de musique, etc. Ça a pris combien de temps finalement de poser les bases de cette musique qui allait d'ailleurs être récompensée derrière? Ça m'a pris 1 an. Ah ouais. 1 an, parce que Ron est un psychopathe et que je suis un psychopathe aussi. Non, mais. Ça balance. C'est pareil. Maniaque un peu. Mais oui, parce qu'en fait, ce que je voulais faire avec cette musique-là, c'est que c'est un film d'animation et je voulais vraiment que j'avais comme rêve très bizarrement, j'avais genre Titi et Gros Minet, tu vois, où en fait. Pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait, chaque micro-action est musicale, tu vois, dans ce... Et du coup, par exemple, tu as une scène de poursuite dans le camion de glace, et en fait, je me suis dit, ok, en fait, il faut que tout soit musical, mais qu'en fait, il n'y avait pas de bruitage, quoi. J'ai fait, tous les bruitages, c'est la musique, en fait. Okay. Et en fait, ce genre de truc prend genre 4 mois à faire, tu vois, juste pour 2 minutes de musique. Donc voilà, c'était un peu fou, mais un peu cool. Et est-ce que c'était, du coup on part en interview que de Toxic, désolé gars, mais est-ce que c'était finalement très différent et peut-être même challengeant par rapport à ce que tu fais d'habitude? Ouais. Et est-ce qu'au contraire, cette espèce de nouvel horizon t'a permis d'aller chercher des choses que tu n'as pas l'habitude de faire? Ouais, surtout. Est-ce que de la contrainte naît la créativité? Mais je crois que... il y a Rimsar, c'est pour ça. Mais vous êtes un peu journaliste, non? Partagez-le sur les réseaux sociaux. Tous les rêves de journalistes. C'est incroyable. Sur modernité. L'album de la maturité. C'est trop... De boomer. En fait. Non, mais surtout, je suis arrivé à la fin, parce que la musique, c'est toujours la dernière roue du carrosse dans tout. Ouais. On t'appelle, on dit il nous reste que 300 balles et t'as 2 semaines pour faire. Tu vois, mais par contre, lui, il a monté son film en 10 ans. Donc en fait, Ron, il a un truc dans la tête depuis 10 ans. Il a mis 10 ans à monter son film et toi, t'arrives. T'as pas le droit de lui tuer son film, quoi. Ouais. Ah bah oui, de ouf. Ouais, de Après, t'as transformé l'essai, parce que les récompenses derrière, la reconnaissance du public. Ouais, non, cool. Cool. Et puis surtout, il était content. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit content. Ouais. Et il était content, donc voilà, c'est bon. Si là, demain, il y a un réalisateur, une série et tout, qui vient te proposer de faire la musique, tu choisirais quelqu'un en particulier? Le miel et les abeilles, ouais. J'aimerais bien. Je sais pas pourquoi je pose la question. Bah, direct. Non, non. T'as déjà l'idée de ce que tu veux faire en plus dans tes conneries. Ça va être très, très, très chiant comme interview. J'adore le cinéma d'Haneke, j'adorerais faire la musique dans le film de Michael Haneke. Ça n'a rien à voir avec le manga, ni même avec la musique. Pourquoi pas? Attends, la question était ouverte. Bien sûr. Mais voilà. La question était tout à fait ouverte. Je reviens vers vous, messieurs. Votre métier, ça consiste quand même à décrypter les tendances. Ça en fait partie. Et selon vous, des titres comme Onizuka de PNL, comme on a pu les citer, Sanji de DTF, c'est encore pas rare, puisqu'il y en a plusieurs. Mais est-ce que ça reste quand même quelque chose de niche ? Quelque chose qui va forcément interpeller seulement les fans les plus aguerris, ou ça va encore continuer à grandir, à pulluler? Ça va devenir très pluriel? Je sais que ça va continuer de grandir parce que c'est une vraie culture populaire. La bande dessinée, le manga aujourd'hui, et le rap est devenu la culture populaire aujourd'hui, c'est ça. La vérité, c'est ça, c'est qu'il y a 20 ans, on nous regardait comme des Kaira ou des geeks ou des otaku.
Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est la culture majoritaire. Et que c'est pas fini. Ma fille, elle a 9 ans, elle baigne aussi dedans. Alors, je la pécho à écouter du rap aussi. En même temps, tu l'as quand même appelé avec un personnage d'un manga. Ma fille s'appelle Iki. Ah, comme le chevalier du phénix. J'adore. Et alors, je peux pas balancer un dossier en entier. Ok. Mais sachez qu'un célèbre rappeur, Big Flo, dont on a il va le deviner, il va l'avoir. Hein. Dont on a parlé ce soir, Switch, a appelé son enfant aussi comme un chevalier du zodiaque. Vous ferez vos recherches. Mais je crois que j'ai lancé une tendance dans le game. C'est très mignon. Mais d'en chercher, parce que si je le dis, il m'en voudra, je pense. Donc je ne dis pas, mais j'ai laissé quelques pistes. Mais tu l'as. J'ai laissé quelques pistes. Je ne peux pas répondre à ça. Okay. Mais non, mais par contre, ça va continuer de grandir au point qu'il y a une tendance aussi qui arrive. Pour l'instant, elle n'est pas totalement couronnée de succès. On a des rappeurs qui se sont mis à faire du manga ou à réfléchir très fort à des mangas. Oui. Il y a mon poteau Tiers-Monde qui a sorti Nako, qui est une super série avec un dessinateur d'ailleurs Max qui dessine souvent. Je me demande s'il dessine pas pour Bouscapé ou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible. Moi, j'ai retenu surtout qu'il a été publié dans Jump, ce qui est quand même une dinguerie. C'est complètement ouf ou pas ? Pour un Français, c'est incroyable. C'est Tiers-Monde du Havre, donc énorme big up à lui. Cette série est géniale. On croise fort les doigts pour un animé. Ouais. Là où je dis que la tendance n'a pas forcément été laisser transformer. Gims a sorti un manga. Gims, bien sûr. Un peu claqué en fait. Je crois que c'est un gros. C'est pas resté dans l'histoire. Ouais, Devil's Relic, je crois que ça s'appelle. Je crois que la maison d'édition s'est dit on va faire un gros coup. Gims, c'est quand même le numéro 1, le mainstream. Un peu le GOAT du rap que même les mecs de Sardou, les auteurs de Sardou peuvent kiffer. Tu vois, donc on dit on va sortir un manga parce que tout le monde sort des mangas. C'est vrai que c'était plus le manga de Gims qu'une œuvre à part entière. Alors qu'effectivement, Pierre, c'était vraiment. Un truc de passion. Et puis encore une fois, mais par contre, si t'es Gims, c'est un vrai passionné de manga. Mais ouais, je sais qu'il est vraiment passionné de manga. Et Ross a sorti un téléphone aussi. C'est vrai. Parce qu'il est passionné de téléphone, peut-être. Il adore les téléphones. Mais je sais que Soul King aussi. Soul King, j'allais y venir. Il est à fond sur. Il est à fond et il réfléchit très très fort à un manga. En 2021, je voyais des titres dans les journaux qui disaient Soul King va sortir son manga. Donc c'était voilà. Il a rencontré Oda, il me semble. Il y avait tout un truc. Non. Si. Attends. Il me semble. C'est un vrai passionné. Ouais, c'est vrai, il est vraiment à fond. Aussi. En fait, Oda, pas de Oda et Dako. Eiichiro. Non. Mais il me semble que on l'embrasse, Oda. J'adore Oda, mais attends. Oda et Eiichiro Oda. Il me semble qu'il avait rencontré. En gros, c'est ça qui avait donné. Ou alors c'était quelqu'un plus de la partie animation, mais en fait c'est ça qui avait débouché sur la vidéo qui était devenue un peu marrante. Parce qu'il disait, donc chacun a sa théorie sur c'est quoi le One Piece. Il disait ouais, moi j'ai ma théorie. Et en parlant au mec, il m'a dit ouais, franchement, c'est ça. Ça me revient. Voilà. Il a dit ouais, franchement, c'est ça. Et tout le monde s'est foutu ça. Il a dit oui, d'accord, mais n'importe qui peut dire ça et tout. Voilà. Mais il a vraiment rencontré, par contre. La rencontre est réelle. Après, est-ce que la théorie. C'est incroyable, quoi. Mais je sais qu'ils sont plusieurs à y penser, comme ça. Parce que très fan, parce que c'est la culture populaire aussi. Et puis le clip aussi. T'as quand même eu une longue. À intervalles réguliers, t'as des rappeurs français qui s'offrent un clip en style japanime. Ou qui vont au Japon, qui vont... Ou alors après, en live, qui vont au Japon, ça effectivement. Donc t'as eu Ateyaba, t'as eu Ayam presque dès le début, en vrai, qui avait cette fascination-là. Qui aimait beaucoup Dragon Ball, apparemment, Ayam. Japon, Ayam, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Jul, je crois que c'est le morceau My World, c'est littéralement une reprise de DBZ. C'est-à-dire, lui, il est en Sangoku. Alors, il a les cheveux moins longs, mais tout aussi jaunes. Et c'est comme un mini épisode où il combat des gens, etc. C'est fou cette fascination comme ça pour le manga, mais en même temps c'est trop cool parce que je me dis il y a peut-être des jeunes qui ont écouté un morceau de PNL ou quoi et qui se sont lancés en fait. C'est quoi, c'est qui Onizuka, etc. Dans la lecture d'un GTO, et parce que GTO c'est quand même une œuvre où tu as des enfants vraiment en difficulté, qui font face à des agressions, au délaissement de leurs parents, à de la maltraitance, et qui retrouvent du réconfort dans une classe où il s'était dit que finalement le corps professoral c'était un ennemi, mais en la figure d'un prof, finissent par retrouver finalement
Pas le droit chemin, mais le chemin qui les rend heureux. Putain, ça m'émeut. C'est le meilleur. Ah ouais, tellement bien. Elle a zappé le côté, il y a un prof qui initialement est une énorme Kaira et qui va pour les petites culottes, mais elle a vraiment pris la partie ultra GTO là. Ah, j'adore GTO, mais c'est vrai qu'à la base, c'est un puceau qui veut juste sortir avec tes... Bon bref, mais il fallait bien un commencement dans une histoire. J'ai envie de me pencher plutôt sur l'aspect format du manga. Le manga, comme vous le savez, ce sont des pages que l'on tourne et donc c'est silencieux. Ça s'imagine, ça se regarde. Un manga sur la musique, on n'a pas la musique qui sort des pages. Donc il faut se figurer cette musique-là. Il y en a plein, je pense à notamment Your Lie in April, où on voit un jeune qui se retrouve dans l'incapacité de retoucher un piano où il était tout simplement un virtuose. Il n'y arrive plus depuis le décès de sa mère, une mère qui était très exigeante, qui projetait sur lui ses envies de devenir elle-même aussi quelqu'un dans l'univers de la musique. Et un jour, son blocage se débloque, si je peux dire aussi trivialement, avec l'arrivée dans son monde d'un électron libre, une jeune fille pleine d'énergie, pleine de toutes ces choses qui font qu'en fait, elle est à la fin de sa vie et qu'elle vit à fond pour tout. Et du coup, ça va vraiment déclencher quelque chose chez lui. Et tout ça, il faut se l'imaginer. C'est-à-dire que l'histoire, elle est écrite, les dessins sont beaux, mais la musique, elle n'est pas là. Et du coup, c'est là qu'il y a le véritable, pour moi, intérêt d'avoir une adaptation animée pour ce genre de titre-là. C'est d'avoir tout ce qu'on a pu que s'imaginer. Et là, on va revenir finalement au processus créatif, parce que chaque lecteur a sa propre interprétation de ce qu'il voit dans les pages. Et finalement, il va peut-être être déçu ou satisfait, dans le meilleur des cas, de ce qui se passe. Comment, quand il y a une base littéraire papier silencieuse, on essaye en tout cas de cocher toutes ces cases, Simon? Comment vous faites les artistes? Comment vous faites tu me demandes de comment dire, T'as 20 minutes. T'inquiète. Ouais, c'est cool, c'est cool. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu me demandes de t'expliquer comment on imagine, quoi, comment on arrive à passer de l'imagination. Est-ce qu'en fait, dans ton processus créatif, tu te demandes si les gens vont aimer? Est-ce que vraiment cette question, elle vient vraiment interpréter? Alors, je me suis posé la question l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai fait l'adaptation en musique d'une BD. J'ai fait Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Et qui est venu me voir et qui m'a dit je voudrais faire un album sorti de la BD. Donc en fait, pour le coup, il n'y a pas d'animé, quoi. C'est vraiment, tu prends la BD, t'écoutes le disque. Et donc, ouais, ça, c'est une question que je me suis posée à mort parce que. Mais c'est comme pour les adaptations de tout, en fait. Tu t'es fait tout un monde d'un truc et en fait, t'es forcément déçu, un peu. Tu crois? Moi, je crois. Est-ce qu'il y a un truc. Je sais pas, vous avez déjà vu un truc où, en fait. L'adaptation était si bien qu'il n'y avait genre aucune déception? En fait, tu as le truc où adapter, c'est forcément trahir. Forcément. Et après, l'adaptation peut quand même te contenter. Ouais, ou tu peux te dire qu'il y a une bonne vision, je pense. Ouais, c'est ça. Mais si tu cherches une sorte Mais c'est jamais la vision que tu attendais, jamais, forcément. Bah non, ouais, c'est pas possible, que ce soit pour un bouquin, que ce soit pour, je sais pas, du comics. Mais pour moi, c'est super satisfaisant, parce que du coup, pour moi, c'est exactement ce que j'attendais, ce que j'entends. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une réelle liberté quand tu composes pour une animation, quand il y a un support papier? Parce que l'attente, elle est forte, on le sait dans ce milieu, elle est hyper exigeante. On le voit, hein, si demain, là, franchement, si je fais un tweet là tout de suite en disant One Piece c'est de la merde, je pense que c'est terminé, je suis en tendance, on va m'insulter sur Non, fais pas ça, vraiment, fais pas ça, je te jure, t'as pas envie, et c'est un milieu qui est très exigeant et tout, donc comme tu disais, forcément, il y aura des déceptions, mais je me dis à quel point ça doit être une pression de se dire je suis attendu au tournant comme ça. Ouais, bien sûr, non mais alors, attention, moi ce que j'ai fait, c'est pas One Piece, mais je suis même pas sûr de... On vient me voir pour ça, je suis même pas sûr d'accepter parce que pour le coup, les communes One Piece, ces mangas-là, les pépé mangas. Ah, c'est pas possible. Ils pistent pas trop non plus les icos en général. Ça se concentre sur d'autres. C'est vrai que on n'est pas spécialement attaqué, quoi. Par exemple, il y a quand même des séries. Si, par exemple, sur Mutafuka, je sais qu'Aurel a été hyper attaqué parce qu'en fait, les gens disaient mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Ah oui, mais tu vois, on est déjà sur le côté acting. Bien sûr, bien sûr. Comme tu peux avoir. Après, apparemment, la série One Piece a été plutôt bien reçue au final. Mais quand t'as les premières affiches, t'avais vraiment des gens qui disaient mais c'est quoi ça?
etc. Quoi, c'est comme le film, mais bien sûr, le film Slam Dunk, qui est un carton phénoménal au cinéma, quand les premières images où on comprenait qu'il y avait du CGI dedans sont sorties sur Internet, tout le monde était en mode, mais c'est affreux, j'irai jamais voir ça. Aujourd'hui, on parle peut-être d'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Pour citer énormément de gens dont c'est le métier finalement de parler de films d'animation. Non, mais je pensais... Peut-être le trauma, pour les adaptations live, tu as le trauma Dragon Ball Evolution, qui peut permettre de comprendre pourquoi tout le monde se méfie des... Qui a été relayé par Death Note ensuite sur Netflix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Rafale, oui. Je lève la main parce que je suis un invité poli et qu'il est l'heure pour moi de partir pour me retrouver sur la scène. Il est 18h57. Du Grand Théâtre tu restes encore pour remettre 3 minutes. Tu restes 3 minutes. Évidemment, envole-toi. J'étais tellement heureux d'être avec vous, de voir Yérim pour de vrai. C'est pas juste un mec. Et pas juste sur Twitter. Moi, ça m'expose. Non, mais je l'ai souvent écouté en plus. J'ai vu en vidéo et tout. Je suis content d'avoir partagé avec. Et puis, regarde, les gens appellent en disant Rafale, où es-tu? Oui, parce que sa voiture est juste devant. Toxic Avenger, grand artiste. Tu viens bientôt sur mon plateau. Culture Box émission, évidemment. Merci Marie pour l'invitation. Merci à toi, on te retrouve où? Culture Box tous les soirs, 20h15. Et si vous n'aimez pas la télé, venez nous voir sur la plateforme France.tv. Culture Box l'émission, c'est trop cool. C'est trop bien Culture Box. Merci. Très bien, et juste un petit coup de cœur avant de partir, si ce n'est d'embrasser Marie Palot qui est arrête. Et vous qui nous regardez, ça c'est mon côté animateur télé. Allez, puisqu'on parlait d'autres tendances, moi le compte Insta qui me fait le plus de bien en ce moment, c'est celui de Luz on the Yakuza. Qui est une artiste que vous connaissez sûrement, qui vient de notre univers. C'est Damso qui l'a sortie de la rue. Elle a fait un disque magnifique et puis elle n'a pas pu continuer. Et tu sais quoi, elle s'est mise à fond dans sa passion qui est le manga. Et tous les jours, dans son compte qui s'appelle Luzita Library, là il y a 14 000 followers sur Insta. Tous les jours, elle donne des recos de mangas, de ses mangas préférés. Elle s'est mise à dessiner aussi. Vraiment, allez-y. Elle on sait se connaît tout faire. pas perso, hein. C'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année. Elle est auteure, compositrice, interprète, rappeuse, mannequin, actrice, cafetière, ascenseur, avion. Elle sait tout faire. J'ai un peu niqué les plans de caméra, mais tu rentres dans tous les champs. Salut tout le monde. C'est ton challenge, tu passes dans tous les champs de tous les cas. Salut tout le monde. Merci Rafale, effectivement, d'avoir été avec nous. C'est un homme très occupé. Il a le badge, donc on ne peut rien dire. De quoi on parlait de toutes ces attentes déçues ou pas déçues de Dragon Ball Evolution? Ouais, c'est ça. Qui était le trauma. Mon cerveau qui fait que les commus se méfient. Mais je pense que c'est... je t'apprends rien, tu vois, ça doit être... C'est la même chose pour les adaptations live de jeux vidéo, parce que t'as tellement une mauvaise adaptation que quand on t'annonce un nouveau truc, a priori, tu attends de voir quand même... alors, justement, j'allais parler plutôt des séries dont... La signature, finalement, ça a été aussi la musique. Je pense notamment à Cowboy Bebop, qui a largement été abordé dans le chat. Beaucoup de gens parlaient de Nujabes. Nujabes qui a disparu, je crois qu'il avait mon âge, 35 ans, dans un accident de voiture. Donc ça avait véritablement, c'était un peu comme Alia à l'époque. Tout le monde était sous le choc de se dire qu'une personne aussi jeune, aussi brillante, pouvait d'un coup avoir un point final à sa vie, alors qu'elle apportait tellement de choses dans son milieu. Nujabes, c'est un artiste qui est très respecté, effectivement, mais qui a fait aussi le sel de cette excellente série de Shinichiro Watanabe. Donc quand une série, finalement, repose déjà sur un excellent ressort scénaristique, sur des personnages hyper emblématiques, mais aussi, et surtout, peut-être, une musique exceptionnelle. Voilà, BO était très bien. Là, on me dirait, d'ailleurs, il y a eu une adaptation live qui a perpétré un petit peu cette longue tradition d'adaptation. C'était horrible, et surtout, tu retrouves ni l'essence musicale, ni l'essence de l'histoire. Il n'y a plus d'âme. C'est terrible. N'allez pas voir ça, même pour la science. Mais voilà, est-ce que peut-être il y a des séries, vous, qui vous ont marqué, des dessins animés qui vous ont marqué dans votre enfance, des choses qui vous ont donné peut-être envie ou donné une idée d'aller composer un jour ou d'écouter ça en boucle? Moi, oui, mais elles n'ont rien à voir avec et la culture urbaine et le manga. Moi, c'est Cosma, mon truc, Vladimir Cosma. C'était quoi? Vladimir Cosma, c'est un monsieur qui a fait la BO de à peu près toutes les comédies françaises un peu potages des années 70-80. Ah d'accord, je croyais que c'était un dessin animé, je connais pas. Non. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Donc voilà. Et puis, ça n'a pas trop à voir avec la musique que tu fais en plus, si? Non. Non, mais non. On n'a pas forcément comment dire, on n'a pas forcément
les inspirations ne sont pas forcément ce que tu fais après, quoi. Donc voilà. Et il n'y a pas un dessin animé dont le générique t'a marqué quand tu étais petit? Non, je déteste les génériques de dessins animés. Tu les skips? Ouais. Oh non. Ah, je suis désolé, oui, je sais. Mais moi, je fais de la musique pour des jeux vidéo aussi. Je joue sans musique dans les jeux vidéo parce que ça m'emmerde. Enfin... Mais est-ce que c'est pas une déformation professionnelle? Peut-être. C'est peut-être parce que du coup, tu vas te focaliser dessus, sur ce que tu aurais fait peut-être à la place? Non, mais si, attends. Si tu me laisses 30 secondes, je peux te trouver. Si, Futurama, voilà. Ah, c'est très cool, Futurama. Très, très cool, effectivement. Si Futurama demain t'appelle pour faire la musique... alors, ce sera pas le dessin animé ne m'appellera pas, mais si on m'appelle pour... Oui, si, non, bien sûr le producteur et le créateur. Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Ah, tu dirais oui? Mais bien sûr que oui. Normal. Et toi, Yérim, une série peut-être, un dessin animé de ton enfance, de ton adolescence, un manga qui t'a donné aussi, qui fait partie de ton chemin, de cette carrière, de cette envie d'en parler? Franchement, ouais, ça va être du classique. Hein. C'était vraiment... Ouais, moi, c'était Nicky Larson et Dragon Ball Z, donc c'était vraiment que ça. Étrangement, je n'avais pas accroché au Chevalier du Zodiaque, parce que je trouvais ça trop compliqué. Donc j'étais vraiment stupide. Hein. Je crois qu'on aimait juste les armures et... non, mais oui. Parce que moi, c'est pareil, quand j'étais petit, je comprenais que dalle. Mais on voulait juste les jouer les armures, bah, bien sûr, mais tout le monde s'en foutait de l'histoire. La vérité, même Dragon Ball Z, c'était un chouï trop compliqué. J'ai toujours trouvé Dragon Ball tout court bien plus cool et bien plus simple. Bah, Dragon Ball, c'est que des combats. Bah voilà. C'est peu importe, on va faire un tournoi d'arts martiaux. Parce que c'est comme dans Tekken. Tout se résout avec un tournoi d'arts martiaux. Si, j'en ai une, mais c'est générationnel. Parce que moi, donc, je découvre d'abord DBZ et longtemps après Dragon Ball, en fait. Ouais. Et ma génération, en fait, c'est plus le tournoi Cell et donc le reveal de Gohan. Incroyable. Et donc, la musique à la mort de C16, voilà, cette musique-là. Normalement, vous l'avez dans la tête, là. Cette musique, enfin, avec le petit trait de lumière, là. Oh là 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 là, cette scène, elle a été assez là, traumatique. Ouais. Là, ouais, je peux pas pas faire semblant. Ouais. Effectivement. Et les musiques aussi sur Satan dans Dragon Ball, elles sont pas mal. On parlait tout à l'heure des rappeurs. Je vais parler notamment de Nekfeu. Il y a eu une légende à un moment qui dit qu'il n'avait pas de portable. Et qu'il était possiblement... C'est pas une légende, hein, c'est la vérité. Ouais, il y a plusieurs rappeurs proches de lui qui me disent non, mais... Il n'a pas de téléphone, il s'affranchit de tout ça, et il est peut-être en retraite quelque part dans l'Himalaya, ou... C'est possible, ça, c'est une vraie info, quoi. En tout cas, pendant une longue période, tu pouvais pas avoir accès à lui comme ça, quoi, en tout cas. Ouais. Même ses agents, même... Après, même quand tu vois son film semi-documentaire autour de la conception de l'album Les Étoiles Vagabondes, d'ailleurs, il y a un passage au Japon. Il y a plein de références au Japon. Il a mis la haine à tout le monde parce qu'apparemment, il parle très bien japonais aussi. Non. Il n'y a pas un passage où il parle juste japonais comme ça? Dites-nous dans le chat, mais effectivement, dans Les Après, Étoiles... Après, quand je dis il parle très bien japonais, ça se trouve, c'est le bon cut et il dit une phrase, j'en sais rien. Mais c'est voilà. Sûr, s'il dit bonjour, c'est... Non, c'est un peu plus élaboré apparemment. D'accord, mais il a apparemment une véritable passion pour le Japon. Et il disait justement dans une interview que s'imprégner d'une culture d'un pays qu'il admire, c'était aussi son échappatoire, à tel point que moi j'avais fait un podcast manga à France Culture, on m'avait dit on peut peut-être t'avoir Nekfeu. Spoiler, jamais. Jamais, on m'a dit, en fait, il n'y a pas de téléphone ni au Japon. Il ne répondra pas. Il y a des titres comme Neketsu. Il y a Ken Kaneki en référence à Tokyo Ghoul, donc vraiment des références hyper poussées. On citait aussi Kekra tout à l'heure. Youvdi. Lui, c'était un otaku revendiqué. Hyper revendiqué. Il y avait, pendant un temps, son alias, c'était... Attends, je ne sais plus, parce qu'après, il en a changé, mais je crois que c'était Monkey D. Monkey Youvdi, ah oui, Monkey Youvdi ou truc comme ça. Sur son premier album, il me semble, le dernier son qui s'appelle Juste Yé, c'est en fait comme un générique d'animé, donc avec le grosse guitare rock, le truc entraînant. Donc il était à fond là-dedans. Là, il a un peu changé de délire. Il s'est un peu vraiment orienté plus rock, il me semble. Mais ouais, t'as ça. Captain Roshi. C'est littéralement... Mais là, j'étais en train de lire son premier album à Youvdi, c'est Gear 2, qui est littéralement une attaque de Luffy dans One Piece, donc c'est en 2017, Gear 3 en 2018. Il a même samplé, on en parlait tout à l'heure, du jeu vidéo Pokémon. Ouais. On est vraiment sur un geek hardcore, quoi. Si on pouvait en parler, parce que les Pokémon, c'est un cas ultra particulier où ça démarre en jeu, mais après, forcément, il y a le dérivé manga et anime. Mais en fait, s'il y a un sérieux concurrent aux citations, clins d'œil, références et name dropping
dans le rap français, ce serait Pokémon en fait. Ah ouais? En fait, là, comme ça, tu as d'autres exemples mais en fait, il y en a trop. Parce que littéralement, il y a tellement de créatures de Pokémon. Des milliers. Qu'en fait, tu peux faire rimer n'importe quoi. Donc, si tu es en galère de rime, par exemple, imaginons que tu veux manquer de respect à un certain ministre de l'Intérieur et tu veux ta rime sur 3 syllabes à nain. Donc, tu vas faire ta phrase et après, tu vas dire je crache des flammes comme Arcanin. Ouais, mais Arcanin, il est stylé. J'ai pas envie de le mettre. Ah non, c'est-à-dire que, en gros, c'est une phrase de Frisk Orleans. Lui, il dit son truc sur Darmanin. Et puis après, tu peux il dit trouver je crache des flammes comme Arcanin. Ouais, mais ça reste quand même Arcanin juste sous Darmanin, peu importe le. Ah, l'association de syllabes. Ouais. Mais effectivement, je comprends. Mais non, t'as ça, bon, évidemment, Pikachu, tu en vois là, mais t'as Salamèche, t'en as vraiment trop. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais joué, lu ou regardé un contenu Pokémon et je connais des noms uniquement grâce au rap français, quoi. J'en ai une. Tu vois, vas-y. Celle de mon ex, c'était pas grosse. En plus, c'était du Ramolos. Ouais. C'est une punchline. C'est une punchline. Non, ça ne donne pas des noms en fait. Non, sors ça de ton cerveau tout de suite. J'écris en fait là. Je suis dans un processus créatif. Bah t'as raison, mais continue. C'est incroyable. Non, faut que j'arrête parce que c'est grave. On peut produire un truc. Ça peut aller très vite. Hein. Franchement, ça aurait pu être une punchline de rap, mais bon, je propose, voilà. C'est intéressant du coup de constater que il y a eu un truc qui s'est passé avec les OST, bien que toi tu ne les écoutes pas, tu les skips, hein. Tu composes des bandes originales, mais tu... Ouais, non, mais tu sais, je sais pas, ouais. Avec beaucoup de mépris, il l'a dit en micro, mais... Non, c'est vrai, avec beaucoup de mépris pour tous ces connards. Non, mais non, mais attention. Non, mais c'est juste que, non, oui. Allons-y. Non, mais je sais pas, par exemple, Antoine Decaune. Antoine Decaune qui avait fait le générique sous le nom de Paul Persavon. Incroyable. De Cobra. C'est vrai. Non, pas de Cobra, pas de Cobra, mais de plein de trucs. Qui sort, il avait fait. Et c'est incroyable de se dire, on a des gens comme ça. En fait, ça touche plein de pans culturels. Et c'est sur ça aussi que j'ai envie un peu de dériver, parce que là, on parlait... Tu peux ajouter les doubleurs. Bien sûr. Les doubleurs VF aussi. Bien sûr. Du coup, dans le groupe de Tiers, anciennement Tiers Monde, qui s'appelait Boucher Double avec Brave, ils avaient eu le doubleur officiel de Vegeta. Incroyable. Et il s'était vraiment fait plaisir. Bah, la doubleuse préférée, en tout cas des Français, c'est Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku. On s'en lasse pas. Ça a été mon répondeur pendant 5 ans. Horrible. C'est en convention. Vous pouvez faire mon répondeur. Je pense que je suis la 500e de l'heure à lui demander. Oui, c'est un peu épuisant à la fin. Bah, après, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marie. Oui. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Puis voilà, un message pour mon frère, pour mon cousin, pour mon neveu. Tout le monde y est passé. Du coup, ma question, on va faire un petit pas de côté. Le manga, il est aussi allé dans d'autres pans de la culture urbaine, d'autres pans comme la mode, par exemple. On voit des marques qui s'arrachent absolument des plus accessibles, de Célio jusqu'à Laoé qui fait du Ghibli. On voit Fendi qui a sorti une collection Pokémon. Aujourd'hui, ces grandes maisons de haute couture, extrêmement respectées de par le monde, qui s'associent avec, encore une fois, ce qu'on appelait avant de la sous-culture, est-ce que finalement, dans toutes les sphères de la pop culture et de la pop manga, on n'arrive pas à quelque chose qui est en train de s'inverser ? C'est-à-dire dans le côté rapport de force, donc d'abord vous étiez exclus. Vous étiez exclus, maintenant on vous aime. Et maintenant on vous prend, enfin maintenant on vous veut plutôt. Ouais. Mais on vous veut pour quelle raison, selon vous ? Bah, moi je ferais, là pour le coup, tu as encore plus le parallèle avec le monde du rap, parce que pareil, on va dire années 80-90, surtout en France, tu as eu plein d'histoires où Lacoste, par exemple, ne voulait pas du tout entendre parler de ce type de clientèle. Ouais. Donc, parce qu'ils savaient très bien que ça surachetait leur marque en cité et que donc tu avais des clips avec des mecs full Lacoste. Tu pouvais avoir Arsenic notamment qui avait une mésaventure comme ça où ça avait démarché et la réponse en face c'était on ne veut pas être associé à vous. C'est fou. Alors que c'était presque la meilleure pub possible de l'époque. C'était la meilleure. Et ça a mis plus de 20 ans pour qu'ils deviennent égérie Lacoste. Et donc 20 ans, c'est l'année énorme. Dernière, il me semble. Ouais, c'est l'année dernière, en 2023, qu'ils ont fait une collab officielle. Mais donc il y a ça, le monde du luxe, alors là c'était encore pire. Et à présent, oui, à chaque défilé de la Fashion Week, en front row, t'as presque que des rappeurs et des chanteurs ou chanteuses de R&B.
Incroyable. Dernièrement, il me semble, il y avait Koba, Hamza, enfin, il y en avait plein. À la limite, les Américains, je les mets un petit peu à part parce que là, il y a une puissance économique et de célébrité qui est en général mondiale. T'as Jay-Z qui a envie de. Voilà, tu vois. De porter. Pareil, quand LVMH prend Rihanna, c'est aussi, ils la prennent en tant que star mondiale. Même si c'est aussi une caution pour plein de trucs. Ouais. Mais il y a ça. Par contre, quand tu es à échelle française ou juste francophone d'ailleurs, plus largement en incluant toute la francophonie, là, c'est plus une évolution en fait qui aurait dû se faire il y a longtemps, mais ils en voulaient pas pour des raisons. Concrètement, ils étaient vus comme. En gros, c'était du racisme et du classisme, si on parle franchement. Mais le monde du luxe face au rap avant, c'était pas possible, quoi, tu vois. Et en plus, ils sont vus comme des gens qui n'ont aucun goût, enfin, tu vois. Donc là, c'est plus du gros opportunisme, mais qui arrange un petit peu les deux camps. Ouais. Et moi, j'ai le sentiment que pour la culture manga, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, tu as effectivement donc, le monde de la mode, par exemple, mais tu pourrais l'appliquer à Hollywood aussi, en fait, qui dit, mais en fait, il y a un marché de malade mental qui est là, et on n'en a rien fait pendant des années. Ouais. Venez, on y va à fond. Donc, t'as pas forcément d'amour véritable derrière, mais les gens en face aussi, après, c'est l'équilibre qui est toujours compliqué à trouver, c'est essayer de se servir d'eux autant qu'ils se servent de toi. Ouais. Donc après, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont un peu utilisés, ça dépend, c'est une science à trouver, quoi. Mais c'est fou que ça ait mis autant de temps. C'est fou que les marques aient mis autant de temps à réaliser que la culture manga, c'était une culture qui était énorme. Enfin, je veux dire, elle est énorme depuis longtemps. Ouais. C'est quand même un truc qui est... Mais est-ce que, finalement, alors la première question, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est très marketing. Mais il y a aussi une vérité, c'est que les enfants des générations manga, des consommateurs de manga, ont grandi et ont pris des postes aussi dans ces sphères-là. Parce qu'il y a des gens qui ont certainement vu des mangas, joué aux jeux vidéo, etc., qui ont pris des postes à responsabilité dans des sphères qui étaient vraiment à la base fermées. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser les vieux cons à la porte de sortie. Finalement, il y a ce turnover qui fait que les choses évoluent en bien. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, on assiste quand même à un énorme boom de cette acoquination de culture manga et de trucs qui étaient à la base hyper réfractaires à tout ça, quoi. Je pense raison, on a tous grandi, regarde la preuve. C'est toi qui présente ça aujourd'hui. Au Festival d'Angoulême. Et il y a 15 ans, c'était Marie-Ange Nardi, tu vois. Donc évidemment, il n'y avait pas les mêmes. Donc, tu vois comme quoi, en fait, t'auras pas forcément la ref. Googlez Marie-Ange Nardi, vous allez Mais est-ce que vous savez qui est Marie-Ange Nardi? Du coup, comme quoi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, c'est notre génération qui a pris le pouvoir décisionnaire, en fait, artistique. Ouais. Donc oui, forcément, nous, on prend notre culture, on infuse dans ce qui existait déjà, mais tant mieux. Et demain, ce sera quoi? Si on essaie de se projeter justement dans les tendances dans 20 ans, est-ce qu'on parlera encore des mangas? Bien sûr que oui. Moi, je pense que oui. Il y aura encore des chansons... On parlera des mangas comme on parle de la BD aujourd'hui. Oui, bien sûr. En tout cas, je veux dire, ici, en France, francophonie, ouais, parce qu'il n'y a pas de raison que le succès s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles œuvres qui paraissent, d'autres assez anciennes, mais qui sont quand même des valeurs sûres, etc. Ouais. Là où, par exemple, ça n'a pas du tout été le cas pour les comics. Et ça se voit, pour rejoindre le sujet, ça se voit dans les références des rappeurs. Ouais. Il y a beaucoup plus maintenant de références manga que de références comics, malgré le succès de Marvel Studios et de tout ce qu'on peut imaginer. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais en quantité, c'est vraiment une génération qui a été beaucoup plus bercée par les mangas et en général par le côté collectionneur, genre j'en aime 3, 4, 5 en particulier, ouais. Et par le côté commu sur le net, qui n'a pas du tout eu quand les comics ont un peu disparu des kiosques et qu'on était dans une période creuse en termes de cinéma. Il n'y a pas eu de relais en fait Internet. Les comics ont un peu raté ce truc-là, chez nous en tout cas. Les mangas, il y a direct eu, tu vois, donc même si c'était illégal, mais genre, faut quand même être super passionné et motivé pour se dire, je vais me lever, traduire gratuitement, sous-titrer, ouais. Et le mettre à disposition des gens, tu vois, c'est quand même un délire. Ouais. Donc j'ai l'impression que la communauté de fans de manga est vachement plus engagée en fait. Et est-ce que c'est quelque chose, parce que tu parlais de francophonie, est-ce que par exemple tu as des exemples de rappeurs internationaux, étrangers, qui ont autant de refs que nous on en a dans le rap français? Par rapport à la culture manga? Ouais, est-ce que par exemple il y a un son d'Eminem qui parle non, parce que quoi. Forcément les États-Unis c'est le pays des comics.
Ah, donc il y avait vraiment cette... C'était même pas une opposition, c'est que les mangas, ils ont attendu plus longtemps pour être à ce point-là mainstream chez eux. Je sais même pas si on peut dire actuellement que c'est mainstream chez eux. Pendant le confinement, déjà, on a pendant des années été deuxième marché consommateur de mangas au monde et ils sont passés devant nous. Ok. Donc, il y a un marché. Je savais pas. Okay. Et pourtant, je n'ai pas la sensation que dans énormément de sons d'artistes américains, par exemple, c'est moins leur truc. Il y a des refs comme ça. Après, il y a toujours un temps de latence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le rap absorbe pour le coup, la culture manga, pour ensuite en faire quelque chose, en faire des rimes, etc. Mais ça pourrait être vachement intéressant pour le coup. Parce que, comme je t'ai dit, moi, à part Megan Thee Stallion, c'est vrai que je galère un peu à en trouver. Il y en a des moins connus et tout, mais c'est pas du tout répandu. Alors qu'à l'inverse, je crois que j'ai dû faire une série de 10 papiers sur les références comics. Alors c'était mélangé France et Amérique, mais il y en a vraiment à l'appel. Il y en a vraiment à l'appel. Il y a des acteurs rappeurs qui sont dans des adaptations de comics aussi, donc il y a des connexions qui sont vachement plus évidentes. Là où nous, on va avoir des rappeurs qui vont faire du doublage sur du manga, tu vois. Donc je pense qu'il y a peut-être une proximité qui va monter en puissance chez eux, aux US. C'est un peu chiant parce que ça va nous enlever une dernière spécificité qu'on avait sur eux. Ouais, parce que c'est devenu une spécificité. Il y avait un rappeur du 91 qui disait ça, qui s'appelle Juicy P, qui disait les Français arrêtez de copier les Quinry, parlez de manga. Au moins, nous, on a ça, tu vois, machin. Ah là là, faut qu'on le garde. Et vraiment, ils étaient passés devant nous pendant le confinement, mais on a récupéré notre place. Ah, on est repassé. On est repassé. Ok, voilà. Et du coup, j'ai envie d'aller aussi un peu à contre-pied, à contrario de ce qu'on s'est dit. Le manga a boudé le rap aussi. Parce que si le rap s'approprie toutes ces références, lui fait honneur, finalement, des mangas qui parlent de rap, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, il y en a très peu. Il y en a, juste. Il y en a un. J'en ai trouvé. Un. Alors qu'il y a des mangas, par exemple, sur le kabaddi. Vous savez ce que c'est, le kabaddi? Pas du tout. C'est un sport de balle aux prisonniers, indien, il me semble. Et il faut dire kabaddi, kabaddi, kabaddi pendant que tu récupères une balle. Et donc, il faut que le joueur qui se déplace et la bouche qui bouge. Non, c'est un vrai truc. Hein. En plus, ça a l'air méga compliqué. Mais c'est hyper spécifique, hyper local, régional. Il y a une ligue, il y a des compétitions mondiales, mais il y a des mangas là-dessus. Il y a des mangas sur absolument tout. On peut écrire sur tout. Mais sur le rap, j'en ai trouvé qu'un. Et c'est Superstar Outate de Kei Usuba. Voilà, j'ai pas trouvé des centaines et des centaines. Alors ici, après, il y a des mangas qui vont avoir des refs à la musique, etc. Mais qui font, par exemple, un vrai cheminement un shonen avec un musicien qui rêve de devenir un grand rappeur, etc. Mais surtout que ça s'adapte beaucoup à l'esprit shonen, ce truc-là. Tu pourrais vraiment faire un truc... Un truc de clan, tu vois, avec des battles. On va faire un 8 Mile du manga. Et j'allais... on est connectés, quoi, c'est fou. Là, pour le coup, sur le côté tournoi, machin, tu peux faire des parallèles. Après, je pense que c'est aussi à mettre en relation avec la position du rap local au Japon. Il y a quand même une scène rap au Japon. Justement, c'est pour dire ça. Mais en fait, il y a une scène qui est ultra spé. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis vraiment je tâtonne, quoi. Mais en gros, vu qu'on a pu exporter Rap Jeu, les missions, on a fait une version japonaise, en fait. Et du coup, donc c'est ça qui m'a vraiment mis dedans et fait découvrir un petit peu c'est quoi la scène rap de là-bas. Et en fait, t'as une partie genre ultra puriste, genre qui vont être presque un collab sur genre le rap new-yorkais des années 2000 ou quoi que ce soit. Ouais. Et après, t'as plein de mélanges avec des looks incroyables, des trucs. Donc, je sais pas si leur rapport avec cette musique, parce que nous, quand on dit un manga lié à l'univers du rap, on a dit direct shonen, machin. Ouais. Et je sais pas si eux le verraient de la même manière, en fait. Parce que je pense que c'est plutôt ça. Par contre, il y a eu l'inverse. Il y a eu, par exemple, une série qui s'appelle Boondocks, donc une série américaine, mais en termes de graphisme, en fait, c'est totalement de la japanime. Et c'est pas fait, en plus, par des japonais, mais tu sens que les Américains qui ont fait ça sont fans de ça. Donc, tu peux avoir plus dans ce sens-là. Après, faudrait effectivement, c'est peut-être une question de génération aussi, peut-être des très jeunes nouveaux auteurs qui, eux, ont été bercés 100% rap et qui veulent
faire une œuvre qui traite de ça, tu vois. En fait, je crois qu'il y a une vraie tendance dans le monde du manga à écrire sur le réel et l'actuel, le concret. Le post-nucléaire, ça survenait après le nucléaire. Tous les kaiju, tout ça, ça survenait après un traumatisme. Il y avait toujours quelque chose dans le présent qui faisait qu'on écrivait là-dessus. Par exemple, là, pendant la Coupe du Monde de foot, on a vu plein de titres sur le football, ou même sur le shonen sportif, dans le milieu du manga. C'est vrai qu'ils ont fait presque tous les sports, quoi. Et en fait, je me dis, si demain, il y a un rappeur japonais qui fait un carton, il fait un feat avec Pharrell Williams, et ça fait le tour du monde, etc., je suis sûre qu'il y aura un manga qui sortira sur du rap. Bah surtout qu'on est à ça, parce qu'ils ont toujours un rapport très direct avec la culture américaine, forcément. Donc, peut-être que c'est qu'une question de temps, tu vois. Et puis, il y en a qui sont un peu pionniers aussi. Je pensais à l'auteur, justement, de Slam Dunk, qui est un de mes auteurs préférés. C'était un pays, quand même, de baseball. C'était pas un pays de basket. Mais lui, ça le faisait kiffer. C'est ce qui lui a donné envie, en fait, de se lancer dans le récit de ce qui allait devenir peut-être l'un des plus grands shonen sportifs de tous les temps. Il n'a pas attendu qu'il y ait une tendance qui se dessine. Il a juste dessiné ce qui le passionnait, lui. Et après, se sont débloqués des envies de jeunes générations de lecteurs d'aller expérimenter le basket sur les terrains, d'aller aux États-Unis pratiquer le basket. Donc, il y a eu la bourse, carrément Slam Dunk, la bourse qui permettait aux Japonais de partir aux États-Unis et jouer au basket. C'est ça aussi la force du manga, c'est d'aller déverrouiller une tendance et pas juste de la suivre. Malheureusement, nous, on n'a pas la bourse Astérix, par exemple. Pour aller faire du menhir en Normandie, quoi. En Bretagne, tu vois, c'est un truc. C'est vrai que là, on lance peut-être une idée, elle sera née comme ça sur la chaîne Twitch du festival. Mais du coup, ma dernière question pour vous, messieurs, avant de passer à un petit quiz qui vous permettra de gagner 3 millions d'euros. C'est donc là où est parti le budget. C'est là où est le budget. C'est là où est le budget. Bah, il n'est pas parti dans la table basse, en tout cas. Non, alors en plus, je vous fais confiance pour tout prendre. Le manga, finalement, considéré comme sous-culture par beaucoup, par classisme, comme tu le disais, par élitisme et par snobisme, tout simplement. Je pense que aussi, à l'époque, plus maintenant, peut-être un brin de racisme aussi. Il y avait le côté, c'est pas de la BD de chez nous. Déjà, on n'aime pas trop la BD en général. C'est quoi ce truc de chinois? Je l'ai déjà entendu. Bien sûr, il y avait aussi ça. Mais du coup, ce manga qui a souffert de tous ces colibés, finalement, verse-t-il pas dans les mêmes a priori quand on voit l'absence de titres qui en parlent? Quand on voit le fait qu'il n'y ait pas... on voit des acteurs américains, des fois, qui sont parodiés dans des mangas qui sont dessinés. Il y a des hommages. J'ai vu là, dans un webtoon, il n'y a pas longtemps, un Lionel Messi, alors avec un nom un peu coréen et tout. Et le mec, il joue trop bien au foot et il bully quand même ses camarades. Mais il y a des rêves comme ça. Belmondo dans Cobra. Hein. Mais oui. Mais du rap, il y a des stars de rap, des super stars de rap. On ne les voit pas, on ne les dessine pas, etc. Finalement, est-ce que ce manga qui a été moqué ne se moque-t-il pas à son tour en devenant snob un petit peu? Alors qu'il ne le calcule pas. Oui, il le calcule pas. J'ai l'impression qu'il s'en moque, mais qu'il ne le calcule pas. Mais après c'est que je manque sans doute de références, mais il faut que ce soit vraiment des pop stars internationales durables pour se retrouver avec des références directes dans les mangas, j'ai l'impression. En termes de musique, je parle. Une Rihanna, ou ne serait-ce que l'évocation. Un personnage qui dit « Ah, mais il y a le concert de non, mais je veux dire, est-ce que ça existe pour d'autres genres musicaux en manga? Oui, dans la musique classique, dans les artistes français. Je pourrais te retrouver. Du coup, c'est très ancien en fait. En général, parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus une fascination, et effectivement, c'est très japonais. Pour la culture classique occidentale que vraiment notre pop culture à nous, de maintenant, etc. Classique ou alors très franco-française. Vianney est une star au Japon. Ah ouais? Ouais, c'est... c'est bien qu'il fasse souffrir d'autres gens, quoi, tu vois. C'est même s'il comme ça, ils ne rentrent pas chez nous. Même s'il pouvait y aller un peu de façon indéfinie. Ah non, oui, Vianney, c'est... Par hasard? Oh là là, les balles, sont terribles. Toi, c'est Zaz. Non, mais voilà, les victoires de la musique, ils seraient très heureux, quoi. D'accord, ok. Ah oui, ils seraient très très heureux. C'est les seuls. Mais de toute façon, il y a eu un truc, je crois que c'est sur le dernier Tekken, où Vincent Cassel a fait la voix d'un personnage. Victor Chevalier. Voilà, Victor Chevalier. Et là, en fait, tu vois que c'est un peu le miroir inversé, c'est-à-dire que quand tu prends un beau Français et que tu lui demandes comment tu vois le Japon,
ça va être justement entre tradition et modernité, machin. Ouais. Il va te décrire 2-3 clichés. Ils sont tous en kimono, voilà, avec des perruques et des Hello Kitty sur les épaules, évidemment. Et en gros, là, c'est ce qu'ils lui ont fait faire à Vincent Cassel. Tu dis, mais en fait, les Japonais, ou en tout cas les concepteurs du jeu, ont quand même une vision du français de base qui est très... En 2024, c'est quand même... machin, oui, quoi, c'est assez... En fait, quand il l'avait dans les années 90, les pubs à la télé qui mettaient en scène, par exemple, il y avait des constructeurs automobiles, les pubs Peugeot, Renault, etc. C'était pas du tout les pubs qu'on a chez nous, hein. La voiture est passée sous la tour Eiffel et là, tu avais une pluie de macarons et de baguettes, des gens qui se parfument tout en portant un béret. Enfin, c'était la France de la France. Je pense que si ça, c'était leur vision, potentiellement, le rap, même le rap US, peut-être que c'est vu comme un truc encore... de gangster. De gangster, ou c'est trop tôt. Je sais pas, après, il faudrait vraiment... C'est peut-être ça. Les codes qui n'ont pas trop bougé, qui mettent beaucoup de temps à bouger. On rappelle, hein, quand on est tatoué au Japon, on est forcément... un voyou, un truand. Encore aujourd'hui ? Ah oui. Ouais. Ah oui. J'ai jamais été aussi couverte que dans une piscine au Japon. Je peux te dire que... incroyable, le masque, je suis spawn, quoi. Après, donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que j'ai quand même des lointains souvenirs de personnages renois dans certains mangas, et c'était pas la joie. C'était vraiment pas ouf. C'est vrai. Donc voilà. Mais du coup, les amis, il est temps de passer à ce fameux quiz. Un quiz qui, évidemment, ne vous donnera pas d'argent, si ce n'est la gloire. Et je l'ouvre tout de suite. C'est Paul qui l'a rédigé. Je te remercie, Paul, finalement, pour ce magnifique quiz. Et on va commencer. Alors, vraiment, pas de pression. Tout le monde se moquera de vous, mais c'est pas grave. Oui, c'est cool. Première question. Dans quel titre peut-on entendre les paroles « Technique de Kenshiro et je bousille tes organes vitaux ». Ça pourrait sonner Orelsan, un peu. Ouais. Mais du coup, je vais m'apercevoir que ce n'est pas ça. Je vais pas avoir le titre. Et confiance en toi, puisque c'est Orelsan avec Grinch dans Ils sont cool. Et en plus de cette ref à Hokuto no Ken, du coup, on trouve aussi le flow qui foudroie, Gon et Kiroa, en référence à Hunter x Hunter, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est un point déjà pour Simon. Ce sera mon seul. Hein. Tu ne sais pas. Deuxième question. Quel artiste a posé pour une couverture de magazine en cosplay de Todoroki de My Hero Academia ? Megan Thee Stallion. C'est Megan Thee Stallion et c'était pour Paper Magazine. Incroyable. Je ne savais pas qu'elle était fan. Elle est vraiment... Elle a fait un concert au Japon en Sailor Moon, ce qui est quand même Non, sérieux ? Ça lui permettait aussi de twerker, toutes les étoiles étaient alignées, c'était parfait. Incroyable, c'est incroyable. Je vois des noms dans le chat, ça citait Nigo, parce que tout à l'heure on a parlé de Pharrell, etc. Mais c'est vrai que si on est allé un peu plus loin dans ces artistes qui sont vraiment en 360, que ce soit dans la mode, la musique, etc., Nigo c'est quand même un sacré exemple. Comment s'appelle le manga sorti par Gims en 2018, on l'a évoqué. Ah bah oui, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, alors j'avais déjà oublié, mon cerveau là. Dans le chat, vous l'avez. Alors là, j'ai pu. Là. Je l'ai pas. La relique du diable, en anglais, de Devil's Relic. Alors, Paul me met un petit commentaire. Face à l'échec commercial, un seul tome est sorti. Il a été écrit par le rappeur, son frère Darcy et Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, qui est un grand scénariste de bande dessinée, mais genre vraiment, et dessiné par Yoshiyasu Tamura. Donc, il y avait quand même un peu d'expertise. Bon, ça n'a pas marché. Peut-être même que ça peut être l'effet inverse. Tu dis, waouh, c'est Gims qui l'a fait, ça dégage. Alors que ça se trouve, c'est une pépite, c'est pépite. Non, mais j'allais dire, peut-être que plus que la commu s'est dit, non, c'est un coup de com. C'est un coup de market, ouais. Et en fait, peut-être que c'était bien et que ça a été aussi un petit peu mis de côté, quoi. Quels artistes font référence à Bleach dans leur titre Celsius ? On en a parlé. On a parlé d'eux, puisqu'ils ont fait un autre titre de mon manga préféré. C'est PNL, effectivement. Et la ref, c'est... pas les refs Bleach. Alors, la rue, c'est Mago, j'ai le démon comme Bleach. Bon, alors ok, je suis nul à chier, en fait. Mon truc sur Amolos, c'était mieux écrit. Mais bon, après, voilà. Quel animé des années 80 a été samplé sur 4 morceaux différents de Gizmo ? Des années 80, c'est DBZ ou Dragon Ball.
Wow. Un seul monsieur. Donc, on cherche un animé des années 80 qui a été samplé sur 4 morceaux de Gizmo. C'est pas rien, 4. Hein. Ça pourrait être Cobra, parce que Cobra, c'est un peu sale et tout. Ouais, ça aurait pu. Les Chevaliers du Zodiac. C'est les Chevaliers du Zodiac, si effectivement. Pas Dragon Ball, du coup. Les titres, c'est tout, Mon CV, Manifeste et Seiya. Quel rappeur a dit « Je suis comme Broly, je deviens paro dès que ça parle de carottes » J'osais pas rigoler, mais... Non, regarde, parce qu'elle est vraiment bien. C'est de la rêve dans la rêve. Ouais. La vache. Ça pourrait être off parce qu'il kiffe vraiment le personnage de Broly, mais il aurait pas fait le truc avec la carotte. Alors, pour donner un indice, c'est un mec qui est comme toi, un mème d'internet, avec son une plume. Nekfeu. Bah oui, et regarde dans le vague et il écrit, c'est Nekfeu. Dans le titre, le Horla. Notre ref, mais cette fois-ci, notre bonne littérature. C'est incroyable. Pérus. Quel rappeur s'est inspiré de One Piece pour son nom et le titre de son premier album? Captain Roshi. J'aurais dit Youvdi, moi. Mais... Bah, en vrai, oui, Youvdi aurait pu être une bonne réponse. Enfin, oui, mais non, en fait. Oui, mais c'est pas lui. Alors, c'est pas Roshi non plus? Non. C'est quelqu'un qui a rencontré Oda de Oda Hidako. Ah, Soul King, mais oui. C'est Soul King, m'a fait dire. C'est Soul King qui a emprunté son nom au personnage de Brook dans le manga d'Eiichiro Oda et son premier album s'appelle Fruit du démon. Alors là, on a de la ref direct. Je suis vraiment fan. Ok, quel rappeur américain, comme quoi, ça y est, on a notre réponse, a sorti le titre Sasuke en 2020, en référence du coup au personnage Dark de Naruto. Putain, j'en sais rien, mais je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Ah non, mais moi, je n'y connais rien. Je lis des mots, j'ai l'impression que c'est des pseudos sur TFT. J'ai l'impression que je suis en game de LOL, là. Tu vois, je suis contre des faux comptes. Non, je vais pas l'avoir. L'île Uzi Vert. L'île Uzi Vert. Oui. L'île Uzi Vert. Je crois que j'ai jamais entendu ce nom. L'île Uzi Vert, si, pour le coup, il est assez connu. Il était sur Bad & Bougie avec le groupe Migos. Bon, ouais. Il a fait des tubes. Ah ouais, c'est quand même ah ouais, donc mais quand je vous dis je suis au niveau 0 du 0, c'est 0. Hein. Comment s'appelle le manga écrit par Tiers-Monde, sorti en 2019? On en parlait tout à l'heure. Et là, je vais galérer parce que autant je sais qu'il a été publié dans Jump, mais j'ai oublié comment il s'appelait. Donc, Et Rafale, il aurait fait. Rafale aurait fait un perfect. Ouais. Je vous le dis, hein, c'est Nako, c'est un shonen donc d'aventure fantastique créé par Tiers-Monde et le dessinateur Max, il s'appelle simplement Tiers depuis. Voilà. Ouais. C'est vrai ça qu'il avait changé de nom. Voilà. Initialement, il s'appelait Pad parce qu'il kiffait les jeux vidéo. Ah oui, il a changé, puis changé. Ok, très bien. Tu vois, on a quelqu'un sur le chat qui a dit oui, et c'est un peu comme les youtubeurs qui font du rap. Je l'ai. Oui, c'est ça a été sorti de tes toilettes, Maple, j'espère que ça va. Un peu comme les youtubeurs qui font du rap, cette question elle est pour toi. Comment s'appelle le youtubeur et rappeur français qui fait des titres sur les mangas? Youtubeur et rappeur français, il n'y a pas de jeu, Mister V? Non, mais il fait pas des trucs sur les mangas. Non. Théodore? Non plus. Youtubeur et rappeur? Ouais. Genre rappeur au premier degré? La chaîne, c'est le Manga Rap. Ah non, je connais pas. Pour le coup, je connais pas. Je connaissais pas non plus. Peut-être dans le chat, vous l'avez. Il s'appelle Cookie-san. Ok, j'irai checker. Mais là, c'est vraiment, je suis très vieille. Moi, je scrolle sur Facebook, là. C'est terrible. C'est terrible. Avec qui Booba est en featuring sur le titre Criminal League, dans lequel on peut entendre c'est Actarus avec des Nike Air Pegasus. C'est Caris. Et du coup, il fait notre ref à... Ouais. Tu l'as? Goldorak. Goldorak, ouais. Dans Gangster, le bien contre le mal, Actarus contre Minos. Mais effectivement, parce que Booba, c'est très rare qu'il fasse des refs manga comme ça. Mais quand il en fait, c'est Goldorak. Parce que pareil, il y a un moment... C'est pas la même génération aussi, ouais. Après, c'est ça. Parce que Rof, Rof, c'était Dragon Ball Z et Ken le Survivant. Donc en fait, ça reste pareil. Mais... Parce que, attends, il disait quoi? Je crois que c'était B2O, B, Astéro H, un truc comme ça, je crois. Donc, ouais, bon, là, c'est un truc de boomer absolu. La vache. Mais, si t'as vu la série, l'animé Goldorak, tu as. Je t'avoue, c'est pas l'animé qui m'a le plus marqué. Quel rappeur, vous le savez, hein, là, ça va jouer à la rapidité, quel rappeur a doublé Saitama dans l'animé One Punch Man? C'est Aurel. C'est Orelsan, et je l'ai trouvé très bon.
Ça allait avec le flow du personnage d'être un peu tranquille, posé, quoi. À quel manga font référence Section d'Assaut dans le titre Mon gars sûr? Voilà. Vas-y. Eh ben, Ah non, mais j'en sais rien. Figurez-vous qu'on en a parlé. Attends, mon gars sûr, mon gars sûr. Bon, ok, j'ai que le refrain qui me revient. Mon gars sûr. Non, mais c'est une très bonne émission sur le manga, évidemment, sur Twitch. Je les embrasse. On en a parlé, c'est une série de Shinichiro Watanabe. Et la musique, elle est iconique. Je vous en ai parlé. J'ai déroulé là-haut. Oui, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, bravo. Maintenant, les petites bourgeoises du 16 n'écoutent plus de pop. J'emmène des choses d'ailleurs. My name is Cowboy Bebop. Quel artiste rappe sur le premier opening de Naruto Shippuden, Heroes Come Back? Attends, répète la question, excuse-moi. Quel artiste rappe sur le premier opening de Naruto Shippuden? Le titre, c'est Heroes Come Back. Je ne savais pas du tout. Et vu son nom, personne ne savait. Littéralement. Nobody knows. Vas-y. Nobody knows. Ah, c'est le blast de la... C'est le... Ok, non. Personne ne savait. Je l'avais pas, Les gars, non mais c'est bien, c'est bien. Écoutez, on a, je crois en plus que vous êtes quasiment à ex-aequo. Tu es assez médiocre. Je crois que tu as 2 points, tu en as 3, donc au final, sur 15 questions, c'est un bon ratio. Fallait pas préciser sur 15. Un bon ratio. Donc, nous deux, on a fait un tiers. Je pense que Rafale vous aurait éclaté. Un musicien, un journaliste. C'est vraiment très cool. Non mais attends, merci Paul, mais les questions n'étaient pas si évidentes que ça, donc je veux quand même vous rendre ceci. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment où on peut en tartiner sur vous. Quelle est votre actu? On commence par toi, Simon. Je viens de sortir un EP avec un camarade à moi qui s'appelle Greg Kozo, qui est sorti vendredi. Et je sors un EP tout seul en avril. Voilà. Oh, ça bosse, dis donc. Ah, ça bosse un peu, ouais. Ça bosse, allez écouter ça sur toutes les plateformes d'écoute légales, Spotify, Deezer. Oui, légal, on s'en branle un peu. Écoutez, quoi. Écoutez il faut vivre, hein. Les temps sont durs. Voilà. N'hésitez pas à aller soutenir Toxic Avenger, Yerim. Attends, t'as du live? Des lives de absolument pas. Je suis pétrifié par l'idée de live. Donc en fait, je n'en fais plus depuis quelques années, mais je vais m'y remettre parce que j'aime ça. Mais je trouve ça très bizarre. Tu sais, il y a un côté un peu zinzin de se retrouver devant des gens. C'est pas naturel pour l'être humain de te retrouver devant 700 ou 800 personnes. Je crois que ça doit être. Donc je l'ai beaucoup fait, beaucoup fait, notamment avec une personne avec qui tu travaillais. Bon, voilà. Qui était mon guitariste, s'appelle Aslak. Ah, waouh! C'était mon guitariste de scène, Aslak. Attends, mais Aslak, c'était pas un mec qui bossait chez MTV aussi? Si, c'est le même. Il a tout fait. Mais c'est incroyable! C'était mon guitariste de scène, Aslak. Mais je l'ai retrouvé sur un jeu avec Apéricube. C'était l'Apé... Mais c'est incroyable! Attends, Aslak, c'était l'Apérigame avec Monsieur Poul. Eh ben, dis-toi que c'est lui qui gère la boîte de prod, qui fait Rap-Jeu. Mais il fait 1 milliard de choses, ce monsieur. Il a fait les dernières vidéos de Mister V aussi, il me semble. D'accord. Monsieur... du chemin, là, parce que je le croisais dans le deuxième étage de Viacom France à l'époque où j'étais sur Game One. Et vraiment, je disais bonjour à cet homme sans savoir ce qu'il faisait. Recouvert de tatouages. Légende, quelque part. Ouais, je savais qu'il bossait. Il bossait pour le coup. Nous, on bossait pas, donc ça se voyait tout de suite. Hein, ceux qui bossaient pas. Et j'ai jamais su. Donc à la fois guitariste, producteur. Il a sa boîte de prod, Nakima, ça s'appelle. Très bien, et bon, on lui donne de la force. Du coup, un peu d'actu, tu nous disais? Ouais, du coup, il y a toujours le bouquin Les routes du rap qui est dispo partout, vous pouvez le commander, etc. Qui est très bien, je l'ai offert à mon fils à Noël. Ça, c'est un bon père. Il a quel âge? 17 ans. Ah, ça va. Il a 2 ans. Il a 2 ans, tu te démerdes avec ça. Donc ouais, c'est maintenant pour aller vite, je dis c'est comme un manuel d'histoire géo du rap français, c'est-à-dire que au lieu de le faire par chronologie ou par style ou par type d'artiste, j'ai découpé, donc c'est uniquement la scène hexagonale, par zone géographique. Donc premier chapitre c'est le nord et le dernier chapitre c'est le sud-sud. Et dans le sud, il y a beaucoup à Marseille, plus à... Ah non, j'étais global, c'est-à-dire ouais, t'as Marseille le 13, t'as le 06, t'as le sud-ouest. Il y a à Montpellier? Évidemment. Ateyaba vient de Montpellier, anciennement Joke. Donc ouais, il y a des rappeurs là-bas. Ouais, comme quoi, t'as un Mais Montpellier. donc ouais, il y a ça. Donc j'ai essayé d'être à la fois exhaustif et pas trop spé
entre vulgarisation, voilà, entre vulgarisation et spécialisé. C'est incroyable, c'est un peu le guide du routard du rap. C'est ça. Et j'ai co-scénarisé une mini-série d'animation qui s'appelle Gustave, qui est dispo, j'allais dire chez Rafale, parce que c'est du coup sur France Sur Télé. toutes les chaînes de France Télé. Alors malheureusement pas toutes les chaînes, parce qu'ils nous ont clairement laissé mettre du gore, des gros mots, etc. Ah, oui. Mais donc c'est pas sur Roku, quoi. C'est sur France TV / et sur le site de France TV. Gustave, donc. C'est dessiné par un garçon qui s'appelle Raphaël, c'est ça? Non, c'est Doug. Ah, Douglas, ouais. Qui est aussi dans le cercle. Aussi, voilà. ouais. Donc c'est vraiment, vraiment les blancs stylés, tu vois. J'ai vu ça, c'est un petit monde quand même, tout le monde se connaît. Écoutez, et d'ailleurs, on a fait un épisode qui parodie, qui a un moment parodique de shonen avec une fausse fusion, un truc. On s'est amusé. Donc même là, il y a des refs. Il y a à la fois une ref à Caris et un shonen, c'est tout ce que je peux dire. Bon, alors là, on n'a plus aucune excuse pour aller découvrir, j'imagine, cette très bonne série. Je n'ai pas dit du tout de quoi ça parlait, je suis une merde. Ben oui, parce que là, comme ça, tu m'as vendu un truc, je t'en mode, mais c'est quoi Alors, Gustave, c'est le nom d'un canard qui vit dans une ville anthropomorphique façon BoJack Horseman, très gros. Lui, c'est le seul à ne parler que en coin, mais tous les autres persos parlent normalement. Ah. Et c'est une ville très bizarre, ultra ghetto. Le maire est une sorte de gangster complètement ripou. C'est ultra violent. Enfin, la ville est ultra violente. Et lui, c'est un canard tout gentil qui essaie de se dépatouiller un petit peu de tout ça. Et il doit survivre dans cet univers impitoyable. Et son coloc est un éléphant qui s'appelle Pedro et qui est doublé par Jérôme Niel. Oh, du don, alors là, s'il n'y a pas que des bons arguments. On est toujours dans les blancs stylés. Voilà. Mais c'est très, très, très cool. Merci à tous, déjà, d'avoir été avec nous. Merci la régie, merci à nos invités. Merci Raphaël qui a dû se libérer, puisque ce soir, ça remet des prix du côté de France Télé. Des petits fours à prendre, du chant. On connaît. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait hyper plaisir. Merci de l'invitation. Je souhaite beaucoup de bonheur et d'épanouissement dans ce que vous faites. C'est très sincère. Sachez-le. Et il faut nous faire un nouveau mème d'Internet. Parce qu'à chaque fois que je te vois, c'est. Alors j'aimerais vous expliquer que. Faut faire un nouveau mème, monsieur, ça va plus. Mais ravi d'avoir pu vous mettre aussi un petit peu plus en lumière. Et j'espère qu'on vous verra plus souvent. Voilà, sachez-le. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. On a pas mal bossé ce sujet. Et je trouve que jusque-là, avec le festival, on est allé sur plein d'univers différents. Comme quoi, le manga, c'est plein de routes qui partent d'ici et d'ailleurs. Oh là là, et on se retrouve demain à midi pour parler de tatouage. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.